Oui, je sais, je suis en retard. Ouais, bah, cette nuit, j'ai mal dormi. Bon, alors, où est-ce qu'on en est là? Tu peux relancer la musique, s'il te plaît? Oui, ben, je suis pas sûr que ce sera ça, le générique de la fin du monde. De toute façon, on ne sera pas là pour le regarder. Voilà. Bon, alors, la fin du mondologie est-elle une science exacte? La fin du mondologie est-elle une science exacte? Excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Cette nuit, j'ai mal dormi, comme je vous l'ai dit. C'était la pleine lune, hein, et quand c'est la pleine lune, tout le monde le sait. Hein. On dort mal. Hein. Oui, mais d'abord, je suis né une nuit de pleine lune. Je sais, ça veut rien dire vu qu'il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Vous savez qu'il y a plus de naissances les nuits de pleine lune? Si, les maternités débordent. Hein. Mon père m'a raconté. Hein. La cohue, les bagarres pour avoir un lit, l'ambiance apocalyptique qui régnait à la maternité. Il a demandé à la sage-femme. C'est toujours comme ça. Ben oui, c'est la pleine lune. Et alors? Comme tout le monde se bat pour éviter les gardes pendant cette période, parce qu'on est débordé, on est en sous-effectif et on est débordé. Oui, mais il y a plus de naissances ou pas? Ben, j'en sais rien. J'ai débordé. Tenez, voilà votre enfant. Très tôt, la lune a marqué mon destin. Quand j'étais petit, à chaque fois que je poussais de grosses colères, on allait voir ma tante. Ma tante possédait une grande expérience en lunologie infantile. Ma tante rassurait ma mère en lui disant que c'était sûrement dû à la lune. Dans ma famille, on est conscient de l'influence de la lune. Mon oncle ne va chez le coiffeur que pendant les lunes descendantes. Comme ça, les cheveux repoussent moins vite. Mon grand-père, qui ne comprenait rien à la politique, votait du côté éclairé de la lune. Premier quartier, il votait à droite. Dernier quartier, à gauche. Pleine lune, vote blanc. Hein. Quant à un lointain cousin un peu dérangé, il se promenait tout nu dans la campagne les soirs de pleine lune. Voilà. Oui, enfin, pour être honnête, il se promenait tout nu dans la campagne tous les soirs de la semaine, mais... On le voyait mieux les soirs de pleine lune. Bon, un jour, j'ai vérifié. Hein. Je suis allé chez le coiffeur et j'ai abordé le sujet. Parce que, voyez-vous, je me souviens jamais si c'est par lune montante ou par lune descendante que les cheveux repoussent moins vite. Il n'a pas répondu tout de suite. Hein. J'ai attendu un peu. En fait, il n'a pas répondu du tout.
Je me disais que ça devait l'embêter, cette histoire. Il avait peut-être peur que ça se sache. J'ai continué quand même. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes ouvert les jours où les cheveux repoussent moins vite. D'un point de vue commercial, c'est idiot, non? Bon, alors, vous le dites à personne, mais pendant les lunes montantes, on coupe les cheveux moins courts. Comme ça, les clients ont l'impression qu'ils repoussent plus vite. J'avais l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule, hein, mais... J'ai rien dit. Il avait un rasoir dans les mains. Bon, alors en sortant, j'ai eu une idée. Tout le monde sait que la Lune exerce une certaine attraction sur les océans. C'est même ce qui est à l'origine du phénomène des marées. La Lune passe et soulève l'océan, qui se retire des bords, hop, c'est marée basse. La Terre tourne, la Lune se déplace et hop, l'océan retombe et remplit les bords, marée haute. J'ai donc attendu les marées d'équinoxe et je me suis posté sur la plage avec 2 huissiers et un géomètre en faisant bien attention à me trouver sous la Lune. Je me disais que si cette force agit également sur l'être humain, je devrais être légèrement déformé vers le haut. Ah oui, ben, les huissiers sont formels, hein. Il n'a pas été constaté d'augmentation significative de ma taille. J'étais même un peu plus petit, 1,5 centimètre. Oui, ben, ça m'a inquiété. Hein. Ben, les huissiers et le géomètre m'ont rassuré en me disant que c'était sûrement dû, vous savez, au tassement du sable entre 2 mesures. Oui, mais à partir de ce résultat, je me suis lancé dans un petit calcul. Étant donné la distance qui nous sépare de notre satellite, sa masse et sa trajectoire, on peut comparer l'influence physique de la Lune à celle d'un petit pois qui serait situé à 50 cm au-dessus de nos têtes. Ouais, ben, le problème, c'est que maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. À chaque fois que je vois la pleine lune, j'ai l'impression qu'un petit pois est suspendu au-dessus de mon crâne. Ça m'agace. J'y pense tout le temps. Mon médecin dit que c'est psychologique. Il paraît que je suis lunatique. Ouais. Bon. Ouais, mais la Lune reste quand même un grand sujet de mystère. Bon, les premiers pas de l'homme sur la Lune, par exemple. Ah, je sais. Il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas. Ça laisse pas indifférent. J'ai lu sur Internet que tout aurait été tourné dans un grand studio à Londres. Ouais, bah, ça me paraît tiré par les cheveux, ça, moi. Non, mais parce que si c'était le cas, tout le monde aurait vu le module lunaire se poser sur le parking, et 3 astronautes en descendre, en costume. Or, personne n'en parle. Bah, tout ça parce que sur une photo, il y a un drapeau qui flotte, et qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Alors, dans un studio, quand on tourne un film ultra secret pour la NASA, on laisse la porte ouverte pour faire un courant d'air? Non. Non, la meilleure preuve nous vient de ceux qui ont le plus d'expérience sur la conquête de nouveaux territoires par les États-Unis. À la question, les astronautes américains se sont-ils posés sur la Lune? Les Indiens survivants sont unanimes. Bah, vu qu'il ne reste aucune trace de civilisation antérieure à leur arrivée, il est en effet très probable que les astronautes américains se sont posés sur la Lune. Ah, la conquête spatiale, c'est un sujet très polémique. Pourquoi dépenser des milliards pour envoyer des fusées dans l'espace quand tant de gens meurent de faim sur Terre? C'est vrai ça, pourquoi? C'est oublier un peu vite qu'à long terme, on pourra résoudre le problème de la surpopulation par des allées simples pour la Lune. Ah, ça vibre.
Excusez-moi. Ah, c'est important. Il faut que je réponde. Excusez-moi. Oui. Bah si, tu me déranges un peu là. Oui. Il me regarde. Ah non, je l'aurais pas encore dit, non. Écoute. Oui, mais parce que c'est pas le moment. Mais écoute, il me semblait avoir été clair dès le départ. Non. Je me fâche pas là. Ah non. Maintenant, la durée du jour n'augmentera pas si on multiplie les éoliennes. Ah non, 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 les éoliennes vont pas ralentir la rotation de la Terre. Non, parce que le vent n'est pas le résultat des mouvements de la Terre. Mais si, non, ça, si, j'ai bien compris. D'après toi, la Terre tourne, et ça produit du vent, un peu comme quand on laisse son bras par la fenêtre ouverte d'un véhicule qui se déplace. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, donc selon toi, la vitesse de rotation de la Terre n'est pas uniforme. Oui, quand il y a plus de vent, elle accélère. Quand il y en a moins, elle ralentit. Mais dis-moi, quand il n'y a pas de vent, elle s'arrête. Et quand le vent change de direction, elle fait demi-tour. Ben oui, mais calme-toi, on va vérifier. On va vérifier. Comment? Écoute, c'est très simple. Tu vas te placer au pied d'une éolienne et tu mesures de combien se déplace son ombre en 1 heure. C'est ça, tu attends que le vent vienne face à l'éolienne, puis dans son dos, et tu compares. Si l'ombre se déplace plus ou moins vite, suivant le cas, tu me rappelles, d'accord? Non, il faut que je te laisse là, ok? Bon, j'en étais où, moi, là? Ah, excusez-moi. Hein? Ah oui. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Aujourd'hui, il doit m'arriver quelque chose d'assez grave. Enfin, je suppose que c'est grave. Mais je ne sais pas exactement à quelle heure, alors on va attendre. Oui, moi j'attends depuis ce matin, alors un peu plus, un peu moins. Non, c'est juste que ce matin, j'étais au bar, en bas de chez moi, je prenais un café. Je vois un journal qui traîne sur le comptoir, j'ai tendu le bras. Oui, je sais, j'aurais pas dû, mais je me suis dit, tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? J'ai lu mon horoscope. Ah, santé. Attendez-vous à une baisse de forme. Bon, a priori, c'est rien. Mais si c'est rien, pourquoi ils le mettraient? Hein? Non, c'est sûrement grave. Ils veulent pas le dire, hein? Vous imaginez, santé, ça fait des mois qu'on vous dit de manger moins gras, mais décidément, vous n'en faites qu'à votre tête. Aujourd'hui, votre cœur va lâcher. Non, je pourrais me dire que c'est des conneries, tout ça, mais je peux pas parce qu'il y a autre chose. Travail. Vous pourriez susciter la jalousie de vos collègues. Ce matin, j'arrive au bureau et le comptable me dit sympa ta chemise. Il me dit pas sympa ta chemise, hein. Il me dit sympa ta chemise. Hein. C'est quand même pas rien, non? Je
je sais. Ah, je vais appeler mon pote Michel. On est du même signe. Il a peut-être déjà eu, lui, cette baisse de forme. Bon, alors, je l'appelle, hein. Répondeur, il décroche pas. C'est bizarre. Michel, il décroche tout le temps. Hein. C'est que c'est peut-être grave. Il est peut-être mort. Hein. Ah, il faudrait que j'appelle ma femme. Ah, mais d'après mon horoscope, c'est pas le jour. Amour, attention, la passion vous rend intrusif. Évitez toute pression sur l'être aimé. Laissez-le respirer. Tiens, c'était quoi ce sien? Santé, protégez-vous. Ne vous laissez pas affecter par les problèmes de vos proches. Travail, des changements dans votre vie personnelle pourraient vous offrir une belle opportunité. Saisissez votre chance. Amour, attendez-vous à faire une belle rencontre. Quand je pense que l'homme a développé l'astrologie pour se rassurer. Bah oui, l'avenir est inconnu, et l'inconnu, ça fait super peur. Hein. Bon. Alors, pour y faire face, l'homme a développé deux trucs. La raison, les croyances. Que nous dit la raison sur l'avenir? Si on se réfère aux travaux du philosophe américain Margaret Mitchell, résumés dans son œuvre majeure Autant en emporte le vent, on peut admettre le postulat suivant: demain sera un autre jour. Demain sera un autre jour. C'est complexe comme phrase. Hein. Demain n'est pas un jour, mais un autre jour. Demain et pas encore, il sera. Demain ne peut pas être connu puisqu'il n'existe pas encore. Ah, jusque-là, on comprend. Hein. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il finit par arriver, demain devient aujourd'hui. Et le demain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, puisque c'est hier, c'est celui d'aujourd'hui qui était demain. Ce qui est logique. Et en accord avec notre postulat de départ, demain sera un autre jour. Ça rassure pas, non? Bon, alors pour ce qui est des croyances, le problème est beaucoup plus simple. Pour éviter de faire face à l'inconnu, il suffit de l'expliquer avec des puissances aux fonctions appropriées. Le soleil se déplace dans le ciel, c'est qu'une divinité le fait bouger avec un char qui vole. Ça marche très bien aussi pour les astres, la lune, et les marionnettes. Avec une bonne mythologie, le monde devient plus facile à comprendre. Le jour, la nuit, la pluie qui tombe, tout est entièrement pris en charge, c'est très pratique. Ah, tellement pratique que si un événement imprévu arrive, comme une éclipse, c'est que les dieux ont quelque chose d'important à nous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les dieux s'expriment, ils sont jamais contents. Hein. En général, on pend ou on brûle quelqu'un pour les calmer. Ah. Quelqu'un qu'on n'aime pas trop, c'est mieux. Hein. On interprète rarement une éclipse comme une invitation à faire la sieste. Hein. Et c'est comme ça depuis longtemps. À Babylone, il y a plus de 5000 ans, les hommes ont fait une super trouvaille qui allait affiner leur dialogue avec les divinités. Il y avait deux astronomes perchés sur un ziggurat, en tour. L'un d'eux pointe son doigt vers un astre qui lui semble avoir bougé depuis la veille. « T'es sûr ?» dit l'autre. « Oui, hier,
le gros point rouge était légèrement à côté du carré, juste en dessous du petit triangle, là-bas. Tu veux dire le petit triangle dans le demi-cercle? Non, 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 non. Celui qui ressemble au toit d'une maison. Bah, quelle maison? Faut être plus précis. Bon, écoute, on s'en fout, c'est juste pour nous. Enfin, n'empêche, faut être précis. Bon, si tu veux, d'accord. La maison, c'est ta maison. Et le triangle, c'est ta femme. Bah, ma maison, pas toi comme ça, on dirait le grenier du voisin. Bon, si ça fait plaisir, c'est le grenier du voisin. Donc, il y a la maison, un carré, plus un triangle, un demi-cercle et un triangle. C'est ta femme. Bah, ma maison, pas de toi comme ça, c'est le grenier du voisin. Bon, on s'en fout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on note où est le gros point rouge. Ah, facile! Dans le grenier du voisin! On va le suivre pour voir s'il bouge. Auquel cas, dans quelques jours, il devrait se situer dans ta femme. Tu suis? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Oh ben non, mais c'est juste qu'un point rouge qui quitte le grenier du voisin pour se glisser dans ma femme, ça me dérange un peu. Hein. Ben pourquoi? Ben, elle est bizarre en ce moment, alors c'est peut-être un signe. Ben, un signe de quoi? On vient tout inventer. Mais je sais, mais ce point rouge, il bouge pas pour rien, non? T'as sûrement raison. Dis-moi. Si je parvenais à décoder ce que dit le point rouge au sujet de ta femme, qui serait intéressée, ben oui, c'est évident. Hein. Même s'il fallait payer. Voilà. Quelques temps plus tard, les constellations du zodiaque étaient créées. L'idée que les planètes qui se déplacent devant elles étaient les messagères de nos destinées devint très populaire et lucrative. Bon, alors, pour que ça marche, il faut choisir le bon signe. Les signes tirent leur nom des constellations du zodiaque. On calcule le signe en regardant devant quelle constellation se trouve le soleil le jour de votre naissance. Si le soleil apparaît devant le lion, vous êtes lion. Par exemple, moi je suis né le 5 avril. Alors, le soleil était devant la constellation... Poisson. Non. Poisson. Oui, c'est écrit bélier là, je sais. C'est bizarre, hein. Je sais. Mais c'est à cause des mouvements de la Terre. Depuis 2000 ans, ça a créé un décalage avec les constellations du zodiaque. Ouais, moi j'avais toujours été bélier, alors vraiment tout changer, ça me gêne un peu. Heureusement, les astrologues sont formels, je suis bélier quand même, puisque le signe, lui, ne bouge pas avec les étoiles. Voilà. C'est clair, non? Non? Bon. Alors, le signe et les constellations donnent leur nom à une région du ciel. Avec le temps... Bon, alors écoutez, le signe et les constellations, c'est comme un manège d'enfants. Au départ, le carrosse de Barbie était là, le camion de pompier ici. Bon, imaginons que les véhicules se déplacent autour du temps. Eh bien, maintenant, le carrosse de Barbie est à la place du camion de pompier, qui lui s'est décalé vers Bambi, ou Baba. Donc, pour être camion de pompier, un petit garçon devra conduire le carrosse de Barbie. Ah mais cherchez pas, les signes, c'est inscrit dans le ciel. Donc je suis bélier. Voilà. Enfin ça dépend parce que les Chinois, les Égyptiens, les Indiens ou les Mayas n'ont pas le même signe que nous. Ouais ben quel zodiaque adopter? Suis-je bélier, poisson, fleur, coq, jaguar ou camion de pompier?
Ouais, ben je cherche encore. Hein. Ça me gêne de ne pas savoir. Ça me gêne tellement que quand quelqu'un me demande c'est quoi ton signe? Je ne sais jamais quoi dire. Alors, je choisis au hasard, et là, la personne qui m'a posé la question, j'en étais sûr, hein. Bon, quoi encore? Ah non, non, je peux pas venir t'aider là. Hein. Non, non, parce que... Parce que Jupiter, qui traverse actuellement la maison des poissons, est en opposition avec Mars, qui vient d'entrer dans le Verseau. Voilà. Alors, il est fortement déconseillé aux signes d'eau de sortir de chez eux. Ah oui, en plus, il pourrait pleuvoir. Oui, ça, je n'y avais pas pensé, oui. Oui, je préfère rester ici, oui. Ok. C'est mon oncle. Il s'ennuie depuis sa retraite, alors il a le temps de lire. Hein. Mon oncle possède ce don précieux de prouver par A plus mi bémol que 2 et bleu font carré. Il mélange tout. L'autre jour, il m'a demandé si les Nations Unies avaient voté et approuvé la loi de gravitation de Newton avant de la déclarer universelle. On peut croire que tout le monde est d'accord sur la loi de gravitation universelle. C'est assez consensuel, la gravité. Je lâche un truc, il tombe. Eh ben non, hein. Non, non, non. Comme toute loi qui se respecte, elle s'applique à tout le monde, mais chacun peut l'interpréter comme il veut. Vous avez tous regardé un coucher de soleil avec des amis sur la plage. Ah oui, oui, c'est beau, mais ça peut mettre en péril vos relations sociales, le coucher de soleil. Alors, en général, ça se décide en fin d'après-midi. Au lieu de rentrer boire l'apéro, il y en a toujours un qui dit « Et si on attendait le coucher de soleil ?» Et là, tout le monde est d'accord. On s'assoit sur la plage et on attend. On attend. Et il prend son temps. Hein. Bon, à un moment donné, vous avez envie de dire vous savez que c'est l'été et qu'il y en a pour 1 heure avant qu'il se couche le soleil. Mais vous ne le dites pas parce que vous ne voulez pas qu'on vous accuse de ruiner l'ambiance. Mais c'est un phénomène un peu lent. Hein. Et cette brume qui se lève sur la plage, ça menace le spectacle. Alors, vous abordez le sujet. Et là, le mari d'une amie de vos amis se tourne vers vous d'un air condescendant et vous dit t'inquiète pas, c'est pour bientôt. Hein. D'ailleurs, il va aller plus vite vers la fin. Il va aller plus vite vers la fin. Ah oui, c'est bien connu. Le soleil va plus vite quand il s'approche de l'horizon. Ben, toi qui es scientifique, tu sais pas ça. Ah non. Ah non, moi je pensais que la théorie de la relativité générale d'Einstein décrivait le comportement de l'univers à grande échelle, prévoyait la courbure de l'espace-temps par le soleil, expliquait la gravitation universelle, les mouvements de la Terre et provoquait l'illusion que le soleil va se coucher. Ben oui, justement, le soleil il est plus gros quand il est bas dans le ciel. La gravité agit plus fortement. C'est pour ça qu'il tombe plus vite. C'est la gravité. Ah oui! Ah oui, c'est plus clair. Le soleil tombe, il tombe dans la mer. Et c'est ça qu'il éteint pour la nuit. Mais c'est qui le rallume le matin? Là, heureusement que quelqu'un dit barbecue avant qu'on se fâche. Ah ben barbecue, c'est un truc imparable pour faire diversion. Hein. Barbecue, ça vous canalise la tension masculine vers un terrain d'affrontement inoffensif. Bon. Ouais. Je l'ai revu plus tard, ce type. Il m'avait invité à expliquer
2 ou 3 trucs à son petit garçon qui aime beaucoup les étoiles. On a déjeuné avec sa femme et puis après on est allé avec le môme sur la plage. Alors pour les mouvements de la Terre, j'ai pris 2 cailloux, j'ai dessiné un cercle sur le sable autour du gros et j'ai mis le petit dessus. Tu vois, la Terre tourne autour du Soleil et aussi sur elle-même. Tu vas le voir tout à l'heure. On dirait que le Soleil se couche, mais en fait, c'est nous qui bougeons. C'est pour ça que quand la nuit tombe en France, le jour se lève au Japon. Bah, n'importe quoi ton histoire. Ah bon? Mais tu dis quoi, toi? Bah, quand le soleil se couche, il met son pyjama, il devient la lune. La lune, c'est le soleil qui dort en pyjama. Ah. Donc la nuit, le soleil dort dans un pyjama de lune. C'est une très belle histoire. Hein? Non, c'est pas une histoire, c'est vrai. Toi, tu dis n'importe quoi. Ah ouais? Et moi, depuis que je suis né, la lune, elle est toujours la même. Ton soleil, il change jamais de pyjama. Oh. Le soleil a plusieurs pyjamas, ils sont tous pareils, c'est tout. C'est bon. Et les changements de lune, les croissants, les quartiers, tu les expliques comment? Bah, le soleil dort pas toujours dans la même position, hein. Des fois c'est sur le ventre, des fois c'est sur le dos, des fois sur le côté. Il a réponse à tout, hein. Là, son père nous regardait avec un sourire épanoui. Bonjour. Oui, ben j'ai plus d'arguments. Bon, j'ai attendu la fin de l'après-midi et j'ai vu le premier quartier de lune. J'appelle le gosse. Dis-moi. Si le soleil dort dans un pyjama de lune, pourquoi on les voit ensemble dans le ciel? C'est comme si tu étais là et en même temps en train de dormir dans ton lit. Bon, je vais alors expliquer que, écoute, le soleil éclaire la nuit. Et que si tu regardes bien le côté éclairé, et celui face au soleil. Voilà. Le soir, quand il a fait bien nuit, sa mère a dit c'est l'heure de faire dodo. Le môme a fait non, j'y vais pas. J'ai entendu son père qui disait regarde, le soleil a mis son pyjama, c'est l'heure de faire dodo. C'est même pas vrai que le soleil dort. Et le môme est parti en courant, son père s'est levé, l'a attrapé, le môme hurlait tu me fais mal. Ah, comme sa mère et moi on le regardait, il a lâché quand même. Non, c'est la terre que tous vous avez menti. C'est pas vrai que le soleil dort, alors moi je dors pas non plus. Ah, j'ai senti à ce moment-là le regard des parents se poser sur moi. Ils m'ont rien dit, mais ils m'en voulaient. Bon, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais comme le môme hurlait tout le temps, je suis allé le voir. Bon, allez. Il est l'heure de faire dodo. J'ai pas envie. Mais pourtant, regarde, le soleil a mis son pyjama, c'est l'heure de faire dodo. C'est même pas vrai d'abord. Mais si, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit tout ça pour t'embêter. Mais alors pourquoi on les voit ensemble dans le ciel? Bon, la lune, c'est le pyjama. Ah, comme le soleil range pas très bien ses affaires, il arrive que le pyjama traîne à côté de lui, hein, c'est pour ça qu'on les voit ensemble dans le ciel. Quand tu vois la lune et le soleil ensemble dans le ciel, tu remarqueras que la lune ne brille pas vraiment. Hein. La lune ne brille vraiment que la nuit, quand le soleil a mis son pyjama et qu'il dort dedans. Il est allé se coucher. J'étais pas très fier de moi. Hein. J'étais un peu collabo sur cette histoire. Bon, Galilée aussi, il a dû se rétracter pour échapper à la torture. Mais Galilée, c'est pas rien quand même, non? En même temps, c'est un drôle de type. Hein. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Comment un homme aussi intelligent, observateur, qui sait analyser une situation et en tirer les conclusions qui s'imposent, comment pense-t-il qu'il va pouvoir
dire au pape Urbain VIII qu'il y a des conneries dans la Bible. C'est quand même compliqué à gérer ce genre de situation. Hein? Parce que vous comprenez votre sainteté. Bon, loin de moi l'idée de remettre en cause le fait que Dieu a créé le monde. Mais, entre ce que j'observe et le cahier des charges, il y a une sacrée différence. Là, on dira ce qu'on voudra, mais Galilée prend des risques. Hein. Ah, ça me rappelle le jour où j'ai appris que Dieu a créé l'homme à son image. J'étais dans une église, j'étais témoin d'une petite cérémonie. Enfin bref, j'étais debout à côté du marié. Quand j'entends le prêtre dire quelque chose comme... Alors, je ne me souviens pas exactement de la phrase, c'était un truc du genre toi qui nous as fait à ton image. Je regarde mon ami, il ne bouge pas. Mon ami est professeur de paléontologie tout de même. Il n'a pas dû entendre. Je lève le bras. Le prêtre s'arrête. Il me regarde. Quand? Pardon, dit le prêtre. Quand quoi, dit mon ami. Quand Dieu a-t-il créé l'homme à son image? Mon ami, c'est pas vrai. Le prêtre, 5700 ans. La mariée, on s'en fout. 5700 ans? Mais qui a peint les murs de la grotte de Lascaux? Alors, la mariée, on s'en fout. Et me dit pas que c'est Dieu qui a fait des schémas avant de lancer la fabrication. Mon ami, bon alors, admettons que nous avons été créés il y a 6 ou 7 millions d'années, ça irait? Oh ben je suis consterné. Hein. Le prêtre, je marche pas. Ce serait admettre que Dieu ressemble à l'Australopithèque. La mariée. Et si on disait que l'image de Dieu évolue avec la nôtre, ça irait? Ah, le prêtre semble d'accord. Les mariés respirent. Ils me regardent. Ben, j'aime bien cette idée. Hein. Si l'image de Dieu évolue avec la nôtre, ça veut dire qu'elle n'est pas si parfaite que ça. Hein. Le prêtre, ah désolé, la perfection de Dieu n'est pas négociable. Ben, dans ce cas-là, la théorie de l'évolution non plus, qu'est-ce qu'on fait? La mariée, monsieur le curé, nous nous sommes réunis dans cette église pour nous marier. Alors, vous laissez Dieu de côté 5 minutes, hein, et vous le faites, hein. Quant à toi. Bon, alors, la conclusion que j'ai tirée de cette expérience est double. Premièrement, il est possible de se faire engueuler à voix basse. Deuxièmement, mélanger science et religion, c'est pas une bonne idée. Et puis, la science a un gros avantage sur la religion. Non, c'est le contraire, c'est la religion qui a un gros avantage sur la science. Non, c'est la science qui a un gros avantage sur la religion. Non. C'est la religion. Un joker mathématique ultra puissant qui s'adapte à tous les problèmes et autorise tous les résultats. La constante aléatoire divine. Avec elle, vous expliquez pourquoi, alors qu'il y avait des millions de possibilités pour que ça se passe autrement, l'univers s'est organisé pour qu'on puisse apparaître. On appelle ça le créationnisme. Ça dit qu'il n'y a pas de hasard. Les paramètres de l'évolution étaient calculés à l'avance. D'après les créationnistes, l'univers voulait qu'on arrive. Ça faisait 14 milliards d'années qu'ils bidouillaient des trucs. Ça n'a pas été facile. Hein, mais... Heureusement, l'univers est piloté par une force intelligente dont nous sommes les créatures intelligentes. Ah, moi, je les comprends, ces gens, parce que si la science nous dit comment on est arrivé ici, elle ne nous dit pas pourquoi. Hein. C'est assez angoissant, quand même. Vous faites quoi, ici? Nous? Nous? Ah ben, je sais pas. Hein. Ah, avec le créationnisme, c'est plus sympa. Hein. On sait qu'on était attendus. Vous faites quoi, ici? Nous?
Ah, nous, on était invités par le grand, là, qui organise tout. Le créationnisme, c'est un truc qui énerve à mes amis. Il est physicien, et quand on lui parle de ça, il s'énerve. Alors, on le fait un peu parce qu'il est marrant quand il s'énerve. Il dit tout le temps, le jour où on aura réussi à poser et résoudre l'équation qui pourra permettre de prouver l'existence de Dieu, moi je ne croirais pas au résultat. Ah, mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent que les dernières avancées de la science prouvent l'existence de Dieu. Un exemple, la découverte du rayonnement fossile. Les traces de la première lumière découverte il y a une cinquantaine d'années étaient prévues dans la Bible. J'ai même entendu que l'extension de l'univers était décrite dans une sourate du Coran. Ah, pour le voir, il faut savoir décoder. Hein. C'est comme si Dieu avait fait exprès de brouiller les pistes pour pas que ce soit trop facile. Ah ben Dieu, il est malin. Hein. Les prophètes ne sont pas choisis selon des critères scientifiques. Sinon, vous imaginez Moïse? Dieu a dit, conformément à la théorie du Big Bang, que l'univers est en phase d'expansion, sans intervenir avec d'autres particules. Pour que la lumière soit... Et Moïse, tu fais quoi là? Ben, j'explique. Du quoi? Ben, j'explique. Parce que qui est de la lumière et la lumière fut, ça me semble pas très clair, hein. La lumière, on se demande d'où elle vient, non? Si on veut que les gens comprennent, il faut préciser un peu. Mais Moïse, il ne s'agit pas que les gens comprennent. Il faut qu'ils croient. Ah bon? Toi, par exemple, tu crois en moi? Oui. Oui, enfin oui. Vraiment? Au départ, j'ai eu du mal, hein. Mais c'est en fouillant un peu dans vos notes là que j'ai fini par trouver de bonnes raisons. De bonnes raisons. Ah oui, des trucs à peu près cohérents là, parce que votre bouquin là, c'est joliment écrit, mais entre nous, ça aide pas tellement. Hein. Tu parles de la Bible. Ah oui, comme c'est pas vraiment limpide, toutes ces métaphores, ça pourrait être mal compris. Hein. Et bonjour les problèmes, hein. Ah, encore. Ah, excusez-moi, c'est mon nom. Oui, c'est ça, la vitesse de la lumière est fixe. Oui, c'est pour ça que les étoiles qui sont éteintes continuent de briller le temps que la lumière qu'elles ont émise arrive jusqu'à nous. Oui, mais si par exemple la lumière met 8 minutes à arriver du soleil et que le soleil s'éteint maintenant, eh ben, on va encore recevoir de la lumière pendant 8 minutes avant d'arrêter de la voir. Altaïr. C'est une étoile de la constellation de l'Aigle, une des 3 plus belles l'été d'ailleurs. Elle est à 17 années-lumière de la Terre. Oui, depuis 1977, elle aurait eu le temps de faire un aller-retour. Je vois pas où tu veux en venir là. Ah oui, c'était une star. Ses chansons continuent de nous éclairer alors qu'il est mort, mais enfin quand même. Tu crois vraiment qu'Elvis Presley s'est réincarné dans l'étoile d'Altaïr? Ben écoute, si tu veux vérifier, tu vas chercher une photo d'Altaïr sur le net, tu analyses son spectre lumineux, tu convertis tout ça en fichier audio. Si, tu peux le faire. Si. Ben après, tu écoutes. Hein. Et si ça chante Love Me Tender, tu me rappelles, hein, d'accord? Bon, alors revenons à notre sujet. La fin du mondologie est-elle une science exacte? La fin du mondologie, dont le principe fondamental est de calculer et d'expliquer haut et fort, preuve à l'appui, la prochaine disparition de l'humanité. Ce n'est pas une discipline qui attire énormément. On ne va pas dire qu'il existe des fins du mondologue reconnus, car les carrières sont souvent éphémères. En effet, si vous annoncez la fin du monde, si votre
annonce n'a pas été résolue, votre crédibilité en souffre. Pourtant, la phindimondologie est une science très ancienne. Hein. Les traces de sa présence sont nombreuses à travers l'histoire. Les premières références connues se trouvent gravées sur une tablette d'argile, découverte en Mésopotamie, datant de l'époque du déluge. Les spécialistes en écriture cunéiforme en ont traduit quelques phrases. Le texte est complexe et incomplet, mais on est parvenu à en reconstituer l'essentiel. Il pleut encore, on va tous mourir. Aujourd'hui, la phindimondologie repose sur les grands principes physiques suivants. La loi de Hubble, qui analyse la vitesse et la distance des galaxies. Elle montre que l'univers est en phase d'extension. La conclusion de ce mouvement d'expansion est la suivante. Si l'univers grandit, c'est qu'il était plus petit avant. Donc, jusque-là, je suis, ça va. Les travaux de Boltzmann sur l'évolution de l'entropie, qui montrent que le temps ne s'écoule que dans un sens, de façon irréversible. On n'en conclut que plus le temps passe, plus on s'éloigne du début. Et plus on s'éloigne du début, plus on se rapproche de la fin. C'est une logique imparable. On s'approche de la fin. Alors, comment savoir exactement quelle sera la prochaine date de la fin du monde? Alors là, c'est un peu compliqué parce que, tenez, le 20 décembre 2012, qui devait être la dernière journée de l'humanité avant son anéantissement, un peu avant minuit. Ah, 20 décembre 2012, c'est une bonne date, hein. 2012, suivi de 2012, qu'on peut interpréter comme un signe. Le calendrier hésite à poursuivre sa route. Il se doute de quelque chose. Hein. C'est comme s'il essayait de prévenir quelqu'un de ce qui va suivre. Et là, un phindimondologue intervient. Oh là! Mais ce calendrier essaie de me dire quelque chose. 2012, suivi de 2012. Chérie, j'ai l'impression qu'un cataclysme va survenir le 21 décembre prochain. T'es sûr? Ah oui, certain. Les chiffres ne mentent pas. Je vais vérifier ce qu'en pensent les Mayas. Les Mayas? Ah, tu penses qu'on peut leur faire confiance? Quand même, ils donnaient le sang de leurs prisonniers aux divinités, quand même. Certes, elles en avaient besoin pour vivre, mais bon. Et justement, à une époque où nous, on se soignait avec des tisanes, les Mayas avaient développé le concept de transfusion sanguine. Hein. Ah oui, ces gens-là avaient le sens du sacrifice. Hein. J'avais raison. Les Mayas disent que le grand cycle s'arrêtera le 21 décembre prochain. Faut prévenir tout le monde, hein. T'as les mails de Bob et Jenny. Oui, et de mon côté, j'appelle les Durampons. Oh, les Durampons. Oh, on les aime pas trop, eux. T'as raison, ouais. Je les invite le 22. Bon, le problème avec les dates, c'est que c'est un peu aléatoire, parce que le 20 décembre 2012, c'était le 7 Tevet 5773 pour les Hébreux, le 6 Safar 1434 pour les musulmans, le jour 8 du Renzi de l'année du 77e cycle du dragon pour les Chinois. Enfin, selon certains phindimondologues, le calendrier des autres, il ne veut pas dire grand-chose. Parce que, si on y regarde de plus près, c'est le nôtre qui commence en l'an 1. Ce qui me gêne, c'est ce besoin de date. On a besoin de preuves, de précision.
Alors qu'il est évident pour tout le monde que la fin est pour bientôt. Hein. Je vois pas l'intérêt de prendre une date. Hein. À moins que ce soit pour éviter de commencer un truc juste avant. Ou c'est peut-être pour pas qu'on oublie. Ou c'est... Ah, j'ai bien une petite idée là-dessus, mais... Je sais pas si je dois vous le dire. C'est encore un peu bancal, mais... Bon, voilà. Personnellement, j'ai un peu peur de mourir. Eh bien, l'idée que tout s'arrête tout d'un coup, ça m'arrange. C'est un peu égoïste, mais... Parce que ce qui m'embête, c'est pas vraiment de m'en aller, c'est que les autres restent. Alors, vous pensez, si la fin du monde, ça soulage mes angoisses,